retourné, a tourné dos à l'Afrique. Il s'est beaucoup plus consacré à maintenir le rapport de force avec la Chine. Euh, Comment on appelle ça, la mort d'Oussama Ben Laden, la guerre, c'est pratiquement ça a aspiré les 2 ans de sa législature. Donc, bon, c'est vrai, il a 4 clichés. Le cliché de la santé qu'il a réussi, le cliché avoir tué Oussama Ben Laden, avoir maintenu aussi le taux de chômage pas au-dessus de 8% parce qu'il est environ à 7,9%. Mais nous, Africains, tout ce qu'on peut dire, c'est que Barack Obama, on espère qu'il peut être réélu parce que je crois au bout de 4 ans, il a quand même palpé la situation générale de la politique africaine et on espère qu'il va impulser et on aura des changements quand même dans notre Afrique. Parce que, en fait, voyez-vous, avant que je passe la parole Tout à au fait. même si comme c'est pas moi qui passe la parole, Tout j'ai à de voir fait. le professeur qui veut Vous rajouter des achevez. choses. Oui, Vous achevez. On a j'achève. toute la nuit, hein. Ne vous Voilà, impatientez voilà, pas. donc je vais dire que déjà nous sommes contents parce qu'en Afrique, on n'a plus besoin de ces pays qui viennent nous donner de l'argent. On a besoin de ces pays qui peuvent cadrer euh, nos démocraties parce qu'il y a un décalage, un fossé. Il y a eu, euh, je sais pas, des pontes qui ont assez cumulé de l'argent pour sauver leur démocratie. Et ça, il faut que le gendarme du monde mette l'œil là-dessus. D'ailleurs, en réalité, on sait qu'après l'attentat du 11 septembre 2001, les États-Unis avaient découvert, hein, dans les comptes, hein, au niveau des États-Unis, beaucoup d'avoirs et d'argent qui provenaient de l'Afrique. Ça, c'est une information qui est très vérifiée. Mais avant de vous donner la parole, professeur Emmanuel, juste un mot. Oui, je pense que le premier mandat d'un président américain lui permet d'abord de traiter des problèmes intérieurs à l'Amérique. Parce que, comme la Constitution américaine permet 2 mandats et seulement 2 mandats, très souvent, lors des premiers mandats, les présidents américains, c'est une constance, se préoccupent d'abord de ce qui se passe chez eux parce qu'ils ont besoin d'être réélus. Malheureusement, certains n'y arrivent pas, mais pour ce qui est de Barack Obama, il me semble que les 4 premières années, il les a consacrées à la politique intérieure parce qu'il fallait qu'il pense à sa réélection. C'est pour cela peut-être qu'il ne s'est pas préoccupé de ce qui se passait à l'extérieur. Peut-être que nous verrons dans son second mandat, s'il est réélu, cette fois-là, amorcer une politique africaine probablement digne d'un petit-fils d'Afrique. Digne d'un petit-fils d'Afrique. D'ailleurs, on va en revenir tout à l'heure. Il y a tout un thème qui va parler de la lutte politique des Noirs aux États-Unis et surtout de ce contexte d'avènement à la Maison-Blanche de Barack Obama, président noir, le tout premier président noir des États-Unis d'Amérique. On va faire maintenant 2 tableaux, c'est-à-dire un tableau républicain, notre démocrate. Il s'agit de George Bush, le fils, 43e président des États-Unis d'Amérique, et William Jefferson Clinton, qui était le 42e président des États-Unis d'Amérique. Nous partons prendre ces 2 images et clichés. C'est avec elles qu'on va d'ailleurs boucler ce premier plateau pour cette soirée électorale. C'est tout de suite. I know the human being and fish can coexist peacefully. He is best known as W. Welcome to WatchMojo.com, and today we'll be learning more about the life and accomplishments of George W. Bush. George Walker Bush was born July 6, 1946, in New Haven, Connecticut, as the oldest child of George H.W. Bush and his wife, Barbara. His youth was spent in Texas, and he earned a bachelor's degree in history from Yale University in 1968. At school, he was an average student, and he belonged to Yale's famous secret society, Skull and Bones. Following his graduation, he enrolled in the Texas Air National Guard as a pilot trainee. These soldiers were less likely than others to be sent to fight in the Vietnam War at that time, and it has been alleged that his father used his influence to prevent his son from going to war. Nevertheless, he was certified as a fighter pilot in 1970. After an early discharge from the military, Bush attended Harvard Business School where he earned an MBA in 1975.
It was not long before his personal life took a turn for the worse. His increasingly serious drinking problem resulted in a DUI arrest on September 4th, 1976. Not long after that incident, Bush met schoolteacher and librarian Laura Welch, and the two married just months later in 1977. His career also began around this time. In 1978, Bush ran for the House of Representatives in Texas's 19th congressional district, but lost. He then joined the private sector when he founded the Arbusto Energy Petroleum Company. The company struggled through the early 1980s, and finally he sold Arbusto in 1986, but stayed on as a consultant. The sale resulted in allegations of insider trading, though he was cleared of that charge. It was also in 1986 that Bush decided to quit drinking after his 40th birthday. In 1988, he worked for his father's presidential campaign in Washington. After Bush Sr.'s election, Bush Jr. moved back to Texas and bought a share of the Texas Rangers baseball team in 1989. Bush's next political move was the announcement of his candidacy for governor in the 1994 Texas election. As governor, he cut taxes and helped improve the Texas school system. He was re-elected in 1998 with a staggering 69% of the vote. His high approval ratings convinced him to run for president for the 2000 election. Bush won the Republican candidacy, and he chose former Secretary of Defense Dick Cheney as his running mate. When the election results came in on November 7, 2000, the race between Bush and Al Gore was a tight one. A recount in the state of Florida was necessary. Ultimately, after over a month of speculation, Bush won the general election with 271 electoral votes to Gore's 266. After being chosen as Time magazine's Man of the Year for the year 2000, George W. Bush was sworn in as the 43rd President of the United States on January 20, 2001. In Bush's first term as president, he cut taxes and pushed through socially conservative initiatives and education reform. However, the most important event during his tenure came on September 11, 2001, just months after his inauguration. Following terrorist attacks in New York City, Bush initiated a global war on terrorism. This resulted in the invasions of Afghanistan and Iraq, attempts to defeat al-Qaeda and the Taliban, and the goal of catching the man responsible for the attacks, Osama bin Laden. He was re-elected in 2004 over Senator John Kerry. During his second term, Bush kept his commitment to issues initiated in his first term. He also dealt with Hurricane Katrina and the consequences on the country. His term came to an end on January 20, 2009, when Barack Obama was sworn in. Despite his relative popularity, Bush was often mocked in the media for his folksy cowboy image and colloquial manner of speaking. He was also famous for coining nicknames for journalists and politicians. After leaving office, Bush remained relatively out of the spotlight on his ranch in Texas. He released the memoir Decision Points in November 2010. While he was considered a controversial politician, George W. Bush will forever be remembered for his natural demeanor, decisive actions, and his Bushisms. Fool me once, shame on you. If fool me, we can't get fooled again. Wait a minute, folks, I got to get these crutches right here. He was the first Democratic president since FDR to secure a second term. Welcome to WatchMojo.com, and today we'll be learning more about the life and accomplishments of Bill Clinton. The Republicans could do anything to damage my character. They may be able to attack my reputation, but God is the ultimate judge of people's character. William Jefferson Blythe III was born August 19, 1946, in Hope, Arkansas. After his father died prior to his birth, he took stepfather Roger Clinton's family name. His success at school was highlighted by impressive marks and a place in the jazz band. In June 1963, Clinton met President John F. Kennedy as a delegate of the American Legion's Boys Nation, and this solidified Clinton's desire to serve the public. Clinton entered Washington's Georgetown University in 1964. He was heavily involved in campus politics and interned for Democrat Arkansas Senator J. William Fulbright. Like his mentor, Clinton opposed the ongoing Vietnam War. In 1968, Clinton graduated with a degree in international affairs. He was then offered a Rhodes Scholarship to Oxford University in England.
After being drafted, he returned to the States. He avoided serving by enrolling in the University of Arkansas's ROTC program. When he returned to England in the fall of that year, he again became eligible for the draft, but he was never chosen. After finishing his Rhodes Scholarship, Clinton studied at Yale Law School. Prior to his graduation in 1973, he met fellow student Hillary Rodham, and the pair married in October '75. They relocated when Bill took a teaching job at the University of Arkansas at Fayetteville Law School, and this sparked his entrance into politics. In 1974, he ran for the House of Representatives but lost. 2 years later, he was elected the Attorney General of Arkansas. In 1979, he became one of the country's youngest governors when he took that office in Arkansas. While Clinton improved healthcare and education, key mistakes like an unpopular tax hike cost him re-election in 1980. He regained the public trust, and in 1982, Clinton began his 4 consecutive term run as governor of Arkansas. If victory is ours tonight, I have been given something that few people get in life, a second chance to serve the people. By the end of the 80s, Clinton attempted to raise his profile by serving on national political associations. He also gave Michael Dukakis' nomination speech at 1988's Democratic National Convention, though this appearance was criticized as long and boring. Clinton used this to his advantage with an appearance on The Tonight Show. Now, the press kind of jumped on you pretty good. You think unfairly or what? I made a series of jokes, as you know, the next night. The truth is that I did it on purpose. I always wanted to be on this show in the worst way, and that's how I did it. In 1992, Clinton won the Democratic nomination for that year's presidential election and chose Al Gore as his running mate. The people of Illinois and Michigan sure know how to celebrate St. Patrick's Day. A number of issues were addressed by Clinton's political opponents during the campaign, including his alleged marital infidelity and avoidance of the Vietnam War. I'm assuming from your answer that you're categorically denying that you ever had an affair with Jennifer Flowers. I've said that before. He was also highly criticized for having admitted to smoking, though not inhaling, marijuana. I experimented with marijuana a time or two, and I didn't like it, and didn't inhale, and never tried it again. However, he capitalized on President George H.W. Bush's vulnerability to defeat the incumbent and win the presidency. On January 20th, 1993, Bill Clinton was sworn in as the 42nd President of the United States. On this day, with high hopes and brave hearts, in massive numbers, the American people have voted to make a new beginning. In the early years of Clinton's presidency, the Don't Ask, Don't Tell legislation was passed, and the North American Free Trade Agreement was ratified. After a disastrous attempt at health care reform, Clinton tried to salvage his reputation by returning to centrist stances. His tactics worked, and in 1996, he defeated Bob Dole to secure his second term as president. Today, the American people have spoken. They have affirmed our course. They have told us to go forward. Clinton's greatest accomplishment was economic stability. However, he was definitely not free from controversy. His reputation took a hit in 1998 when he was impeached for denying he had an affair with White House intern Monica Lewinsky. There is no improper relationship. The allegations I have read are not true. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. He was eventually acquitted by the Senate and enjoyed high approval ratings as he left office in 2001. Clinton remained popular after his time in office. He kept up his profile as a public speaker and with a 2004 autobiography entitled My Life. He also often worked with the United Nations and founded the philanthropic William J. Clinton Foundation. In 2009, he successfully secured a pardon from North Korean leader Kim Jong-il for 2 imprisoned American journalists. Despite being the first president to be impeached since Andrew Johnson, Bill Clinton proved himself as one of the most important modern leaders due to his charisma, political choices, and his down-to-earth demeanor. We can renew our faith in each other and in ourselves. We can restore our sense of unity and community. As the scripture says, our eyes have not yet seen, nor our ears heard, nor our minds imagined what we can build.
Alors, deux images d'une Amérique, le parti des républicains et le parti des démocrates, président Aboubacar Sidiki. On voit là les deux facettes de l'Amérique, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a un républicain qui est sorti de la Maison Blanche pratiquement vomi ou honni, et un démocrate qui est adulé même après son exercice à la Maison Blanche. Oui, c'est vrai. Clinton est adulé quelque part. Bush s'est mis à dos le monde entier avec ces deux guerres en Irak et en Afghanistan. Mais je crois que le paradigme de cette campagne, c'est beaucoup plus dans les finances. C'est-à-dire, il faut remarquer que c'est quand même l'une des campagnes présidentielles les plus chères, non, que les États-Unis n'a jamais eu. Et donc, les finances, Barack Obama a profité, enfin, a une community organizing en quelque sorte, c'est-à-dire le porte-à-porte, le Toleton. Il a même sorti des lois qui interdisent le financement par Wall Street. Et l'autre a joué aussi en surfant sur le monde qu'il connaît très bien, le monde de finances, c'est-à-dire qui dit monde de finances parle de pétrole, et comme il est pour le gaz de schiste, donc ça a permis aussi qu'il finance. Je crois que cette campagne est beaucoup plus basée sur l'injection de beaucoup de finances que sur le passé du républicain ou du démocrate. Et le coût? Oui, le coût, on parle pratiquement d'1 milliard d'euros par, je sais pas, par candidat. Donc c'est une campagne très coûteuse pour une élection présidentielle. Alors, on va aller voir, hein, on va aller écouter, peut-être vivre ce qui se passe sur le terrain. Il y a les correspondants et même des journalistes au niveau de cette soirée électorale qui travaillent d'arrache-pied un peu partout, hein, nos correspondants dans le monde. On a un, Bachir Mohamed Ladan. Bonsoir Bachir. Bonsoir Bachir, j'espère que vous avez des réalités du terrain là où vous êtes. Oui Hubert, nous avons des réalités, nous avons surtout quelque chose que vous avez souligné avec beaucoup d'ardeur, l'Amérique est divisée en deux. Et puis vous n'êtes pas le seul à penser ainsi parce qu'il y a Annie Livingston, une fidèle téléspectatrice d'Afrique Média qui nous rapporte que les Américains semblent plus divisés que jamais. Elle dit dans son état, le Nevada, un état qui est l'un des swing states, donc qui peut voter rouge ou bleu en faveur d'un des candidats. La bataille finale fait rage dans ce Nevada déchiré par la récession et les saisies bancaires. Beaucoup de choses ont changé ici, comme elle le dit. Les gens sont plus amers, dégoûtés et des magouilles de Wall Street. Mais les habitants de cet état sont prêts pour une reprise économique déjà amorcée. Elle dit cependant qu'elle pense, n'est-ce pas, que la haine et la rivalité n'ont jamais été aussi élevées entre les deux parties. Les Américains, habituellement si unis, semblent plus divisés que jamais, quasiment sur tous les sujets. C'est en tout cas ce que pense la téléspectatrice d'Afrique Média, Anne Livingston. C'est aux États-Unis et nous avons une autre nouvelle, c'est là en Pennsylvanie, une nouvelle toute fraîche. On nous rapporte qu'une machine à voter est défectueuse. Eh bien, un électeur américain a filmé une machine à voter qui refusait obstinément à voter pour Barack Obama. À chaque fois qu'il cliquait sur Barack Obama, la machine votait plutôt Mitt Romney. Eh bien, c'est une fois de plus les anomalies du vote et je vous retourne l'antenne en vous disant que nous nous retrouvons tout de suite. Merci à vous Mohamed Bachir. Merci à vous Mohamed Bachir. Je précise que vous êtes pratiquement en train de faire le relais avec nos téléspectateurs très nombreux dans le monde, naturellement aussi avec nos correspondants pour nous donner des nouvelles très fraîches du terrain. Alors, une machine qui refuse de voter pour Barack Obama, le président Aboubacar Sidiki. Oui, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est une machine, on dit l'homme créa la machine, mais la machine a trahi l'homme. Mais ça, c'est par définition, une machine a une marge d'erreur. Si c'est une machine qui s'est plantée, ça ne veut pas dire qu'on a bourré les urnes.
Donc, c'est deux choses différentes. Ah, vous voulez dire qu'il ne peut pas avoir un contentieux? Voilà, donc, bon, ben, on va pas s'adapter là-dessus. Parce que quand même, on a un début de contentieux dans l'État de Floride. Hein. Oui, il n'y a pas d'élection sans contentieux, mais je vais dire, comment on appelle ça, en faisant quand même en calquant l'élection américaine, par exemple, par rapport à nos élections, il n'y a pas photo. Donc, si une machine s'est plantée, ça peut arriver. Je crois que ça ne va pas influencer le résultat. Mais maintenant, tout à l'heure, Mohamed Bachir a souligné quelque chose par rapport au Nevada, qui est dans un swing state. Le Nevada, le Colorado et le Nouveau-Mexique ont toujours voté démocrate. Et ils voteront démocrate. Pourquoi? Parce que c'est des États qui sont tenus par des Juifs. Lors de la dernière élection de Barack Obama, les Juifs ont voté Barack Obama. Bon, c'est vrai que ça fait mal de parler en termes de Juifs blancs, hispaniques et noirs. Mais bon, c'est la réalité américaine, elle est inévitable. Elle est inévitable. Donc, je crois que sur ces swing states, jusqu'à là, c'est des swing states qui sont un peu en faveur des démocrates. En faveur des démocrates. Alors, professeur Emmanuel, vous avez suivi les deux facettes. En fait, ça c'est l'Amérique, hein, les deux grands partis et deux icônes ou deux images en réalité qu'on a défilées tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui l'Amérique peut être fière de l'un et de l'autre? Et cela peut-il jouer aussi en faveur du républicain qu'est Mitt Romney ou en faveur du démocrate qu'est Barack Obama? Ben, écoutez, lorsqu'on regarde les interventions des deux présidents, de deux anciens présidents lors de la campagne, on se rend quand même compte que Bill Clinton a été beaucoup plus présent que George Bush, qui n'a jamais été sollicité par Mitt Romney. Cela signifie tout simplement que le candidat républicain a pris conscience de ce qu'il ne pouvait pas tirer avantage, n'est-ce pas, du bilan de Bush, et ne pouvant pas tirer avantage de ce bilan, il a tout simplement fait abstraction, n'est-ce pas, de... Oui, professeur, je pense qu'on va aller aux États-Unis, dans un des... dire si je crois ce qui est de l'autre côté, ce qui est fait, ce dont on nous fait signe. Ça tarde à venir de l'autre côté. Je crois que notre relais va prendre cet état tout à l'heure. En tout cas, l'élection se déroule actuellement aux États-Unis et en direct sur la chaîne panafricaine Afrique Média. Nous sommes en relais avec la plupart des États qui en réalité sont en train de voter actuellement. Près de 20 millions, plus de 200 millions d'habitants d'Américains sont en train d'aller aux urnes dans ces États. Et l'on va prendre tout à l'heure l'un de ces États. Je crois, avant d'aller dans cet État, Ousmane, j'espère qu'en réalité, quelque part, lorsqu'on suit cette élection en direct comme ça, on a bien des choses, hein. Même sans être américain, on a quand même des réalités du vote, du scrutin, peut-être l'attente des résultats. Oui, c'est normal qu'on ait des attentes, puisque c'est l'Amérique quand même. Donc, c'est le gendarme du monde. Si je peux me dire, si je peux le dire ainsi, bon, c'est une Amérique avec un décalage horaire. Ils sont en train de voter, nous sommes en train de veiller pour attendre des résultats. Ça veut dire qu'il y a des intérêts quand même. Il y a des intérêts aussi parce que c'est la plus grande, la première puissance du monde quand même. Effectivement, c'est la première puissance du monde, non seulement militaire et économique. Et c'est évident qu'on s'accroche vraiment jusqu'à l'aube pour cette élection. Alors, président Aboubakar Sidiki, on va terminer avec cette première phase de cette soirée électorale. Mais on va pas se quitter avec les téléspectateurs sans avoir ce direct-là depuis l'État de Jersey aux États-Unis d'Amérique. Vous avez certainement quelque chose à ajouter là. Oui, quelque chose à ajouter. Je dirais que c'est une élection observée, suivie, parce que les États-Unis, en fait, c'est le seul État qui peut faire face, par exemple, à la Chine. Et
la croissance mondiale est beaucoup contrôlée par les États-Unis. Les pays africains, jusqu'à preuve de contraire, mettent encore un peu d'espoir aux États-Unis. On s'est dit que chaque fois qu'on est floué, que ce soit au niveau des droits de l'homme, que ce soit au niveau... Je vous rappelle que la première liste des hyperviables qu'on a eu, c'est la CIA qui a envoyé ça à l'État du Cameroun. Tout à l'heure, on a évoqué ça tout à l'heure. Donc c'est pour vous dire que les États-Unis intéressent le monde entier, même comme le monde entier n'intéresse pas les États-Unis. Mais quand même, en réalité, il y a 200 millions d'habitants, hein, c'est quand même un pays-continent. Mais en réalité, si les États-Unis en réalité ne s'intéressent pas au monde, c'est parce qu'ils jouent sur l'isolationnisme, sur le protectionnisme, sur leur patriotisme, en fait, pour être toujours leader. C'est peut-être les autres parties du monde. On va aborder tout cela lors des prochains plateaux tout à l'heure. Je crois qu'au niveau des États-Unis, nous n'avons pas encore des images exactement, mais des images qu'on va prendre tout à l'heure en relais avec nos correspondants qui sont de ce côté-là et notre équipe technique à travers nos bases dans le monde. Je crois qu'on va se quitter avec ce premier plateau. Un dernier mot pour Ousmane d'abord. Juste pour vous dire que je crois que Obama, bien qu'il est afro-américain, bon, les Africains n'oublieront pas une chose. Il a voté quand même pour une guerre en Libye qui a amené le colonel Kadhafi à quitter le pouvoir pour nous, Africains au sud du Sahara. Je crois que les Africains ne pardonneront pas Obama d'avoir voté et d'avoir participé à déloger Kadhafi de son pouvoir. Donc c'est regrettable. Bon, c'est regrettable. Je crois que le président Aboubakar Sidiki ne va pas dire qu'il a applaudi de deux mains cette action pour Barack Obama. Non, moi je veux dire que les conclusions qu'on peut tirer, c'est que faisons pas seulement le focus sur les élections de 2012. L'Amérique, cette année, quand on voit le pourcentage de naissances, c'est la première fois que les naissances qui ne sont pas blanches sont supérieures pratiquement ou égales à celles des blancs. Et vu le taux de fécondité de la société noire et hispanique, je crois que les votants républicains vont se dégrader tous les 4 ans. Au risque de voir dans 20 ans encore une Amérique gouvernée par un hispanique ou bien un noir. Donc, concernant ce qui s'est passé en Libye, tout Africain, quand on voit les soubresauts et les répliques de cette guerre au Mali, on ne peut pas rester indifférent. Mais bon, ainsi, parfois un dictateur qui s'accroche aussi, il ne mesure pas les dégâts collatéraux qu'il peut causer à ses populations. C'était peut-être beaucoup plus facile pour lui de partir que de laisser et le nord de l'Afrique et la zone sahélienne dans ce mea culpa total. Merci. Professeur Emmanuel, on termine cette première phase de cette soirée avec vous. Votre appréciation de ce qui se déroule actuellement. Est-ce qu'aujourd'hui les intellectuels africains sont solidaires de ces Noirs-là qui ont mené pendant longtemps des luttes? Est-ce qu'ils peuvent aussi oser à un moment donné, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Yes We Can, mais en réalité lorsqu'on vit tout ce qu'on est en train de vivre ce soir ou cette nuit, on peut se dire à quand le réveil de vous ou de nous les intellectuels africains? Il me semble qu'on ne peut pas faire une comparaison entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe chez nous en Afrique, puisque aux États-Unis, pendant longtemps, les Noirs ont été privés du pouvoir, alors qu'en Afrique, les Noirs ont le pouvoir, même si on peut parler d'avoir le pouvoir entre guillemets. Nos pays sont gouvernés par... Ils ont le pouvoir, mais qu'est-ce qui empêche la révolution? Il me semble qu'aux États-Unis, pour revenir aux États-Unis, les Noirs ont été pendant longtemps
du fait de la ségrégation, écartés du pouvoir. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils ont cette réalité du pouvoir, même si, il faut le rappeler, Barack Obama était métis. Nous avons parfois tendance à l'oublier, même si il faut aussi reconnaître que la démographie des minorités aux États-Unis est galopante. Ceci peut aussi expliquer donc la venue de Barack Obama au pouvoir. En Afrique, nous avons le pouvoir. Et les intellectuels africains ont eu le pouvoir. Certains sont encore au pouvoir. Malheureusement, ils ne sont pas peut-être plus patriotes. Nous espérons que dans les années qui viennent, ou dans les décennies qui viennent, les gens seront beaucoup plus patriotes et penseront d'abord au développement de leur pays, du continent, avant, n'est-ce pas, de penser à autre chose. En tout cas, on va laisser le plateau tout à l'heure à une autre équipe qui va assurer ce plateau-là pendant un temps avec une thématique. Président, vous voulez, avant de partir, vous me faites signe que vous avez quelque chose à dire. Oui, parce que là, le professeur a parlé des patriotes, ça me va droit au cœur parce que je suis président d'un parti qui s'appelle Mouvement Patriotique du Salut Camerounais. Donc, professeur, rassurez-vous que nous, si d'aucuns n'ont pas été patriotes, nous, on le sera. Primo, et donc, pour conclure sur l'élection américaine, je dirais que nous avons un Barack Obama qui est un peu offensif, parce qu'il a quand même beaucoup poussé, il a beaucoup parlé de Mitt Romney durant sa campagne, que Mitt Romney lui-même, voyez-vous, est un Mitt Romney défensif. Maintenant, à l'heure où on débat, les États-Unis sont en train de voter, il y a beaucoup d'enjeux. C'est pas on va là en direct tout à l'heure, on aura les tendances. 2 heures qu'on peut déployer un continent comme les États-Unis, parce que jusqu'à là, on n'a pas encore parlé de l'industrie des armes. Prenez votre mal en patience, cela sera fait tout à l'heure. C'est un lobby qui influence, l'environnement n'a pas été touché, et puis la vie privée des personnalités aussi, parce que nous, par exemple, on peut avoir des dirigeants qui, leur vie, personnalité, quels que soient les soubresauts qu'elle peut avoir, n'ont pas d'influence sur peut-être les votants, mais aux États-Unis, la moindre glissade au niveau de la vie privée peut avoir une influence sur les votants. En tout cas, ça c'est très connu qu'aux États-Unis, on ne s'amuse pas avec des questions de mœurs. Et c'est par là qu'on va terminer en vous disant merci pour cette confiance que vous nous donnez pendant toute cette nuit. La chaîne panafricaine de partout dans le monde, on sera tout à l'heure avec des images au niveau des États, tel que le vote est en train de se dérouler. Et on va vous laisser tout à l'heure avec une autre équipe, mais d'abord une page publicitaire pour vous donner beaucoup plus de réconfort à nous suivre. À tout de suite. Pays d'Afrique centrale, la Guinée équatoriale acquiert son indépendance en 1968. Mais son évolution est effective avec la montée au pouvoir de son Excellence, Teodoro Obiang Nguema, grâce à qui le seul pays d'expression hispanophone et lusophone du continent, une reconnaissance internationale de la diplomatie équato-guinéenne qui se veut de plus en plus offensive, ambitieuse et démontrant la qualité de l'action publique et régionale du continent. Pour le rayonnement du pays, Obiang Nguema a ouvert des programmes grandioses de développement, des infrastructures et des chantiers modernes. Rien d'étonnant que ce pays jadis considéré comme petit se positionne chaque année davantage comme une grande nation ayant une visibilité à la hauteur de son poids économique. Cet Eldorado pétrolier a pu voir le